Vous êtes sur TV5 Monde, soyez les bienvenus dans ce nouveau numéro de Kiosque, ravi de vous retrouver. Au sommaire, ce dimanche, Emmanuel Macron était cette semaine en Tunisie et au Sénégal, 9 pays africains en 8 mois de présidence. Le chef de l'État français fait-il de la politique africaine la priorité de sa diplomatie? Comment est-il perçu sur le continent? Qu'attend Emmanuel Macron de l'Afrique et qu'espère l'Afrique d'Emmanuel Macron? En Égypte, la présidentielle comme une simple formalité, un candidat pro-Sisi affrontera Al-Sisi. Le maréchal Abdel Fattah Al-Sisi a-t-il totalement verrouillé le pays? Quel est son bilan, notamment économique? 7 ans après la révolution, le nouveau régime est-il encore plus autoritaire que l'ancien? Jusqu'à 3 ans de prison pour l'expression « camp de la mort polonais », le projet de loi de Varsovie embrase les relations avec Israël. La Pologne veut-elle réécrire l'histoire? Derrière cette loi, il y a le parti au pouvoir accusé de dérive autoritaire. La Pologne a-t-elle toute sa place dans l'Union européenne? Les aveux du mari d'Alexia Daval relancent le débat juridique autour de la notion de féminicide en France. Pourquoi le droit pénal refuse de consacrer ce terme? De nombreux pays d'Amérique latine l'ont intégré. Pourquoi le mouvement semble plus timide en Europe? L'enjeu est-il plus sociétal que juridique? Pour commenter, décrypter et analyser cette semaine d'actualité, voici tout de suite nos kiosqueurs. Ziad Limam, directeur et rédacteur en chef d'Afrique Magazine, mensuel francophone international édité en France et consacré au continent sous l'angle politique, sociétal et culturel. Thomas Cantaloum, grand reporter en actualité internationale pour le site français d'information Mediapart, en charge du Proche-Orient. Vous avez passé de nombreuses années aux États-Unis, nombreux reportages également aux 4 coins de la planète. Et puis Claude Guibal, grand reporter au service étranger de la radio France Inter, tout juste de retour de Dakar. Vous avez été la correspondante de plusieurs médias français pendant une dizaine d'années en Égypte, puis en charge du service international à France Culture. Nous retrouverons également tout à l'heure notre confrère Gulliver Craig de France Média Monde depuis la Pologne. Merci à vous trois d'être ici en plateau pour faire ce tour d'actualité hebdomadaire. Si vous nous regardez et que vous voulez nous faire part de vos questions, de vos commentaires, vous pouvez le faire sur les réseaux sociaux, #kiosque sur Twitter ou alors sur notre page Facebook. Faut-il y voir le signe d'un intérêt particulier pour l'Afrique? Emmanuel Macron a de nouveau effectué un déplacement sur le continent. En 8 mois de présidence, il s'est rendu dans 9 pays. Avec son homologue français, Emmanuel Macron, en visite d'amitié et de travail en Algérie. France is back, monsieur le président. Hein? France is back. Ah bon. Le discours là à Davos. C'est bien. Dernier déplacement au Sénégal, vous y étiez cette semaine, Claude. Comment il se débrouille sur ce continent dont on disait qu'il n'était pas l'un des meilleurs connaisseurs, peut-être? Alors, pour se débrouiller sur ce continent, il s'est quand même bien entouré, Emmanuel Macron, puisqu'il s'est doté l'été dernier d'un conseil présidentiel pour l'Afrique, qui est donc un petit think tank, j'allais dire, personnel, composé d'une petite dizaine de personnalités franco-camerounaises, sénégalaises, kenyanes, qui lui permet de, j'allais dire, voir l'Afrique à travers les yeux des Africains. Et l'efficacité, en fait, de ce conseil présidentiel, moi, j'ai pu la constater au mois de novembre lors de son déplacement, notamment au Burkina Faso, où il a prononcé le fameux discours de Ouagadougou, qui est le discours un petit peu fondateur de la doctrine Macron sur un nouveau partenariat avec l'Afrique, parce que ce discours et ensuite dans les propos qu'il a échangés, on en a parlé ici avec les étudiants burkinabés, on sent enfin, moi j'aurais pu faire du copier-coller de ce que beaucoup de jeunes burkinabés me disaient dans la rue un petit peu avant. Ça lui, effectivement, il a du coup un discours envers l'Afrique qui est peut-être plus en phase avec certaines aspirations ou en tout cas certains mouvements
que, par exemple, le discours qu'il peut avoir sur le Proche-Orient, qui est là beaucoup plus, j'allais dire, influencé, je pense, par un tas de visiteurs du soir à l'Élysée ou une politique un peu plus ancienne, qui fait qu'il n'a pas du tout la même grille de lecture et la même préhension du terrain. Ziad, il analyse bien les enjeux du continent ? Moi, je pense qu'il a une vision d'abord neuve. Quand il dit qu'il est d'une nouvelle génération, il est vraiment d'une nouvelle génération. Il est né après les indépendances, il ne fait pas partie du tout de l'espèce de culture néo-faucardienne qui a marqué tous les gouvernements français depuis les années 60. Il a une approche décomplexée, il ne doit rien à l'Afrique lui doit rien. Donc il n'a pas tous ces liens, tout ce pathos qui aurait pu ou le freiner ou lui faire répéter ce qu'ont fait ses prédécesseurs. Il y a l'avantage de l'âge. Je pense que c'est quelque chose aussi dont on sous-estime l'effet. C'est-à-dire, il parle à cette jeunesse qui, elle-même, est soumise quand même, en général, à un grand frérisme assez massif un peu partout sur le continent, où il y a ces problèmes de lutte générationnelle. Voilà un président de 40 ans, qui est le président de l'ancienne puissance coloniale, qui leur amène un discours tout à fait nouveau, etc. Donc ça marche plutôt bien. Il a aussi une approche assez... dossier par dossier, problème par problème. Le métro d'Abidjan, on va trouver une solution. Les problèmes de l'érosion à Saint-Louis, on va trouver une solution. Et le numérique, l'enseignement, bon, quand même, le chèque de 200 millions ou 250 millions pour cette fameuse organisation. Donc il a une approche un peu ce qu'on lui reproche parfois aussi un peu, c'est ce côté managérial, banquier, do it, etc., mais qui plaît en Afrique, parce qu'en Afrique, on a besoin de do it, managérial, fais-le, transforme, agis, etc. Donc ça marche. Ce qui marche moins bien, mais ça c'est quelque chose que je ressens, c'est que toute la technostructure française, toute la machine de l'État, toutes les grandes élites, toute cette espèce d'appareil entre les grandes entreprises, les corps d'État, ils ont quitté l'Afrique depuis 20 ans. Et c'est très difficile de les ramener, de mobiliser les énergies, les moyens, les talents, les jeunes, faire partir des jeunes en Afrique aujourd'hui, c'est extrêmement compliqué. Thomas, d'accord avec ça aussi ? Je suis un peu plus sceptique quand même, parce que pour l'instant, bon, alors Macron n'est là que depuis moins d'1 an, donc il faut encore attendre de voir, mais je trouve qu'on est toujours beaucoup dans le discours, hein, encore une fois, voilà. C'est vrai qu'il y a une nouvelle approche, il y a un nouveau terrain, mais voilà, il y a un problème principal qui est notamment l'aide française publique au développement, qui reste extrêmement faible à l'égard de l'Afrique, et qui, surtout, une fois qu'on a dit ça, les gens comprennent qu'on donne de l'argent à l'Afrique, mais c'est pas vrai, en fait, ce sont des prêts. Donc, la France reste toujours très pingre à l'égard du développement de l'Afrique. On entend ces beaux discours comme à Ouagadougou devant les étudiants, là comme à nouveau au Sénégal, le pouvoir de la jeunesse, le continent du futur, etc. Mais ça reste des imprécations, et la France est toujours assez pingre dans son aide à l'Afrique, et surtout, et c'est là je demande à voir si c'est effectivement une nouvelle génération, parce qu'il y a la France-Afrique à l'ancienne, qui était les contrôles des leviers politiques, des mallettes qui passaient dans les deux sens. Ça a disparu quand même depuis un certain temps, mais il y a toujours une prépondérance de l'appui à certaines entreprises françaises en Afrique, et c'est le business français en Afrique reste toujours un peu de la ligne de conduite de la République française, des ambassadeurs, etc. Donc est-ce que Macron va laisser ça purement au choix des Africains ? Ça reste à voir. Enfin, juste 2 points. L'aide publique française, elle diminue partout. C'est-à-dire que ce n'est pas un phénomène propre à l'Afrique. C'est-à-dire elle est en régression parce que la France est peut-être moins riche aujourd'hui qu'elle était il y a 20 ans, ou que ses priorités ont changé. En plus, c'est des gens, là je vous rejoins peut-être, c'est des gens qui ont une philosophie de développement qui est différente. Ils pensent business, investissement, emploi, etc. Et même si vous êtes en Afrique, c'est vrai qu'au niveau des États, on dirait peut-être que l'aide publique au développement qui baisse, c'est un problème. Mais quand vous discutez avec les sociétés civiles, cette aide publique au développement, elle est beaucoup contestée parce qu'elle génère aussi ce que vous disiez, c'est-à-dire les clubs politiques, les retours de valises, tout ça, c'était un circuit. Donc, ce circuit qui disparaît, il pose le problème de quel nouveau financement pour le développement. Ça, on est d'accord, le privé ne se substituera pas aussi vite. Mais aussi, il permet de démanteler un certain nombre de vieux mécanismes qui se basaient sur cette aide publique. Si on y parvient, c'est pour ça que je suis encore un peu sceptique face au discours de Macron. S'il applique une approche purement business first, on regarde les projets et puis ce qui s'applique, je pense que les Africains, même si c'est une généralité de dire ça, seront très demandeurs. Eux, ils demandent qu'on donne au business. Est-ce qu'il y a, Claude, la sensation que justement, il y a beaucoup de... Parce que, donc, effectivement, ça fait pas 1 an qu'il est au pouvoir, mais il s'est déplacé souvent en Afrique, vous l'avez suivi une paire de fois. Est-ce qu'il y a la sensation maintenant, peut-être qu'il s'installe, qu'il y a beaucoup de paroles et qu'il y a une attente sur les actes ? Alors, il y a 2 choses. Si vous posez la question, par exemple, comme je l'ai fait il y a quelques jours à des jeunes Sénégalais qui avaient regardé le discours de Ouaga, ils disent « Ok, il est jeune, effectivement, il parle différemment, on a l'impression d'une autre approche, mais pour l'instant, on est dans le discours et on n'est toujours pas, effectivement, dans les actes. » Et chez cette jeunesse sénégalaise,
sénégalaise. Il y a aussi des actes très très forts qui consisteraient à, par exemple, s'emparer de la question du CFA aussi, qui est quelque chose d'extrêmement prégnant dans les sociétés africaines, du poids et de tout ce qui ressemble finalement à du colonialisme. Et ce que me disait un jeune homme que j'ai rencontré l'autre soir à Dakar, il me disait finalement le discours de Ouaga m'a profondément énervé parce que ça reste la France qui dicte les conditions du partenariat avec l'Afrique et la France qui reste centrale. Ensuite, vous avez l'approche, je dois dire, du storytelling, de la narration de l'Élysée. Ce qu'ils disent, c'est qu'ils font remarquer que sur les 9 voyages en Afrique, et en tout cas les 6 voyages en Afrique subsaharienne qu'a fait Emmanuel Macron depuis le début de son mandat, il y a d'abord eu des voyages qui étaient liés à des situations de crise, le Mali, le Niger, etc., donc liés à la gestion en fait, de conflits et de crises. Et puis, il y a la partie de l'Afrique pour le partenariat. Et en fait, ce qu'on vous explique dans l'entourage du président de la République, c'est que le discours de Ouagadougou a servi à énoncer en fait les principes du nouveau partenariat avec l'Afrique, avec plus d'horizontalité, avec notamment au niveau des entreprises, l'idée que la France accompagnera, ça c'est le discours officiel, accompagnera les entreprises qui respecteront le jeu de la transparence et qui sortiront du gré à gré. D'ailleurs, on pouvait remarquer que Bolloré ne faisait pas partie des délégations, par exemple, présentes lors de ces derniers voyages, donc qui joueront le gré des appels, le jeu des appels d'offres et qui mettront une forme de différenciation sur des investissements en direction de l'éducation et de tout ce qui est aussi lié à l'environnement. Et l'idée, telle qu'exposée par Emmanuel Macron à Davos aussi, c'est 1 euro investi par les entreprises, il doit correspondre à 1 euro investi dans des projets locaux, etc. Et est-ce que c'est un discours qui est entendu, parce qu'il s'adresse beaucoup à la jeunesse africaine, il insiste là-dessus, est-ce que les jeunes en Afrique auxquels il s'adresse l'entendent, ce discours-là, ils le comprennent? Ils le comprennent parce je ne pense pas qu'il y a de la naïveté. Comme je vous ai dit, d'abord, il y a beaucoup de curiosité. C'est pas tous les jours qu'on voit débarquer, encore une fois, quelqu'un qui a moins de 40 ans, président d'une grande puissance, etc. Donc il y a beaucoup de curiosité qui correspond à un problème africain aussi, je vous l'ai dit, de génération, de lutte des générations qui est très fort en Afrique. Et puis, ils ont les mêmes problèmes localement, c'est-à-dire de performance, de transformation. Donc ce discours parle, mais ce que vous dites tous les deux sur l'attente est réel. Il y a un deuxième point chez Macron, c'est qu'il est business, mais il a quand même autour de lui des gens qui pensent stratégie. Et on voit bien que l'Afrique est passée d'une espèce de dossier aide publique, résolution des problèmes, à dossier stratégique 21e siècle. Donc, que ce soit l'immigration, ça c'est très clair maintenant dans les élites françaises, mais aussi européennes, que l'Europe est en face d'un continent qui va peser 2 milliards, peut-être 2,5 milliards d'habitants assez rapidement. 2, il y a le problème de l'influence grandissante de la Chine, qui s'installe un petit peu partout dans cette zone qui était quand même une zone d'influence euro-américaine. Et on a ces Chinois qui sont en train de tout prendre, littéralement. Je veux dire, c'est une vraie discussion. Et 3, il y a même des théories qui disent que la croissance économique dont on attend beaucoup en Afrique, elle va générer de l'immigration supplémentaire. C'est-à-dire les gens qui vont être formés, les gens qui seront allés à l'école, les gens qui seront allés à l'université, etc., ils vont aller chercher... Il n'y aura pas que des travailleurs non qualifiés ou des misérables, comme dans le 21e siècle, qui vont traverser le désert. Il va y avoir aussi des gens qui vont chercher une meilleure vie ailleurs. Est-ce qu'on peut dire, parce que je le rappelle, 9 pays en 8 mois, est-ce qu'on peut dire que Emmanuel Macron fait de la politique africaine une priorité de sa diplomatie ? Thomas. Non, je n'ai pas l'impression, parce qu'on le voit partout ailleurs, enfin, y compris avec Trump, par exemple. Non, je pense qu'il joue le rôle traditionnel d'un chef d'État français, qui est quand même d'avoir un regard toujours tourné vers l'Afrique. J'ajouterais juste une chose. Alors, ça fait 1 ou 2 ans que je n'ai pas été en Afrique francophone, mais ce qu'on voit dans les attentes aussi des jeunes Africains, par rapport au discours que tient Emmanuel Macron sur ses valeurs nouvelles, sur ses partenariats, sur ce développement, sur un discours très libéral au sens à la fois économique et social. Eux, ce qu'ils attendent aussi, c'est des visas. Parce qu'ils souhaitent que dans ce libéralisme, ils puissent aussi circuler comme ils veulent. Claude. Oui, alors cette question des visas, elle a d'ailleurs été beaucoup évoquée au Sénégal, dont il y a Tunis aussi. Et là, dont on sent que la France veut faire du Sénégal le laboratoire en fait, de l'expérimentation des principes exposés à Ouagadougou. Non, c'est certain que ces attentes, elles sont importantes. Et vous demandiez, Sylvia, si c'était un dossier prioritaire. Non, on voit que sur l'international, ce que fait Emmanuel Macron,
Macron. D'abord, c'est un reset, un retour à zéro pour essayer de se débarrasser des fantômes du passé, que ce soit donc de la France-Afrique. Alors là, sur le fond, les choses y sont. Sur la forme, pour avoir été avec lui en Afrique ces derniers temps, je pense que Jacques Chirac aurait adoré. Enfin, c'était vraiment c'était l'accueil, l'accueil que n'aurait renié aucun des prédécesseurs d'Emmanuel Macron, avec lesquels il voudrait pourtant se démarquer. C'est-à-dire un accueil très marqué. Lui-même va au contact. Va au contact. C'est impressionnant. Il n'a pas peur, il descend dans la foule, il salue. Voilà, moi j'ai eu des bleus suite à un bain de foule hier à Saint-Louis du Sénégal. Mais concrètement, donc il y a cette rupture, mais par rapport à l'Afrique, et puis on le voit aussi cette stratégie du vide, ou en tout cas vu que des puissances comme les États-Unis par exemple jouent le refermement, Emmanuel Macron est dans le multilatéralisme à tout va. Sur le Proche-Orient aussi, il y a une approche différente. Donc l'Afrique n'est pas un dossier prioritaire, n'empêche qu'il a bien compris que l'Afrique était un dossier stratégique effectivement du XXIe siècle, pour l'Europe, comme le disait Ziad, sur la question des migrations, et on sent que tout ce qui est dit en ce moment et tout ce qui est mis en place, que ce soit sur les priorités éducatives, l'environnement ou la sécurité, tout est lié à cette idée que de l'avenir de l'Afrique va dépendre quelque part l'avenir de l'Europe. Ça m'amène à vous poser la dernière question pour conclure sur ce thème, c'est qui a plus besoin de l'autre? Non, mais l'Afrique a besoin d'elle-même. Ça, je pense que c'est quelque chose de très important. C'est la force générale de l'intérieur. Des partenariats, quand même. Oui, mais les partenariats, on voit bien qu'aujourd'hui, tout le monde veut se marier avec elle. Les Chinois, les Turcs, les Brésiliens, les Européens se réveillent, ils se disent qu'il faut faire quelque chose. Je pense que les Américains, quand ils auront quitté leur espèce de hubris, ils reviendront. Il y a quand même un texte fondateur qui est le texte l'AGOA, qui avait créé des liens absolument incroyables. Donc tout ça, les Africains, tout leur problème à eux, c'est de générer cette force pour pouvoir épouser tous ces gens, les amener à participer et à garder la valeur ajoutée en Afrique, c'est-à-dire de changer de paradigme où la valeur ajoutée, quitter l'Afrique pour venir chez les prêteurs, les investisseurs, et il faut que la valeur ajoutée soit en Afrique. Donc c'est avant tout l'Afrique. Et le dernier point, c'est qu'il n'y a pas une Afrique. Moi, c'est un truc aussi, il faut le répéter 50 fois. Vous avez raison, vous le dites à chaque fois, vous avez raison. C'est vrai qu'on a tendance parfois à prendre ce raccourci, on est bien d'accord. 50 pays indépendants avec des zones linguistiques, culturelles totalement différentes. Moi, je dis toujours, entre l'Afrique du Sud et la Côte d'Ivoire, c'est le Danemark et je sais pas. Alors, en l'occurrence, dans le cas des visites d'Emmanuel Macron, c'est l'Afrique francophone et le Maghreb. Et la politique Maghreb, c'est aussi une politique qui est un petit peu particulière par rapport à la politique Afrique subsaharienne. Donc, il faudrait prendre chaque chapitre séparément. Alors, on va prendre un chapitre. On pourrait faire une spéciale, mais je vous propose que, avant de la préparer, on prenne un chapitre africain en particulier. On va s'intéresser maintenant à la présidentielle en Égypte. Le scrutin aura lieu à la fin du mois de mars, mais pas la peine d'attendre pour en parler tant l'affaire semble pliée. Un candidat pro-Sisi se présente pour affronter le président Abdel Fattah al-Sisi. L'appel au boycott est d'ores et déjà lancé. Les visages sont fermés et peut-être un peu inquiets. Mais la coalition des partis d'opposition et de personnalités égyptiennes a tenu à apparaître en rang serré, présenter un front uni. Le mot d'ordre adressé ce mardi aux Égyptiens est sans équivoque. Le jour de la présidentielle, restez à la maison. Nous disons non pour la participation à une mascarade appelée élection. Il n'y a pas d'élection, faute de garantie, de candidats et de liberté. Un appel au boycott lancé juste après que l'autorité nationale des élections a annoncé les deux candidats en lice pour le scrutin du 26 mars. L'actuel président Abdel Fattah al-Sisi, sans surprise, et Moussa Moustapha Moussa, le chef du parti libéral égyptien Al-Ghad, qui a déposé in extremis son dossier juste avant leur limite. Nous connaissons très bien notre rôle et nous ne sommes pas ici pour flatter qui que ce soit. Nous sommes ici pour une vraie participation. Moussa Moustapha Moussa entend dissiper tous les doutes et balayer toutes les critiques. Des critiques selon lesquelles il ne serait qu'un candidat de circonstance pour faire bonne figure et ne pas laisser seul le président candidater à sa propre succession. Et pourtant, sur sa page Facebook personnelle, étaient épinglées ces photos de Sisi avec cette mention « Nous vous soutenons pour la présidence de l'Égypte ». Étrange aussi que cet homme, dont le parti n'est pas représenté au Parlement, ait obtenu très soudainement les 20 parrainages requis. Drôle de campagne où tous les adversaires sérieux d'Al-Sisi se sont désistés les uns après les autres ou ont été écartés. Exit Ahmad Shafik, l'ancien Premier ministre, annonce sa candidature depuis les Émirats, puis disparaît quelques heures et change subitement d'avis.
Écarté aussi Sami Hanan, ancien chef d'état-major, arrêté après avoir déclaré son intention de concourir. Quant au défenseur des droits de l'homme, Khaled Ali, il a préféré jeter l'éponge, ses militants étant harcelés par les forces de sécurité. Aujourd'hui, nous annonçons notre décision de ne pas participer à cette élection. Nous ne soumettrons pas nos documents de candidature. Abdel Fattah el-Sisi, dont les affiches de campagne fleurissent un peu partout dans le pays. Ce mercredi, il inaugurait décontracté un nouveau champ gazier. Rien ne semble en tout cas perturber l'homme fort du pays à l'approche du scrutin présidentiel, ou plutôt de la rencontre amicale du 26 mars prochain. Une rencontre amicale dont on connaît l'issue. Claude, vous avez vécu une quinzaine d'années en Égypte. Ça fait 4 ans qu'Abdel Fattah el-Sisi est au pouvoir. Est-ce qu'il a verrouillé le pays ? Oui, en tout cas, il le verrouille par la peur. En fait, je crois que les Égyptiens, ce qui lui permet de tenir Abdel Fattah el-Sisi, c'est finalement cette peur des Égyptiens qui, je crois, ont été durablement vaccinés sur tout risque de changement par les 7 années qui se sont écoulées depuis le 25 janvier 2011, début de la révolution. Peur de quoi ? Que le pays s'effondre ? Peur que le pays s'effondre. On rappelle qu'il y a la Libye à l'ouest, le Soudan au sud. D'ailleurs, c'est toujours intéressant de repenser, voilà, avec un petit peu de recul, à ce qu'on pouvait entendre à l'époque, et je me souviens que dans l'entourage du pouvoir ou dans les milieux sécuritaires, ce qui nous était dit il y a 7 ans, c'était vous allez voir, on va leur faire passer l'envie à vos petits amis révolutionnaires, on leur fera passer l'envie de recommencer. Et cette phrase, elle était un petit peu difficile à mesurer à l'époque, surtout dans l'optimisme énorme qui avait suivi donc justement ce début de ce qu'on a appelé les printemps arabes. Mais on a très vite vu, très vite, dès 2011, comment le poids de l'État profond, le poids de l'armée faisait que tout était fait, si vous voulez, pour que on fasse passer en fait l'envie aux gens, avec une énorme déstabilisation sécuritaire déjà du pays, avec la quasi-absence des services de police, donc une délinquance terrible qui se faisait ressentir par le citoyen lambda, avec l'économie qui s'est mise à partir dans tous les sens, avec aussi des pénuries orchestrées, tout ça. On va y revenir point par point. Est-ce qu'on peut dire que rien n'a changé ? Enfin, les acteurs de la pièce ont changé, mais la pièce est la même, Thomas ? Oui, il y a une continuité. Si on accepte l'épisode Morsi, en fait, il y a une continuité de Moubarak à Sisi. Alors, chacun avec ses méthodes un peu différentes, des aménagements, mais tout ce qu'a fait Sisi ces dernières années, c'est un nombre d'emprisonnements de journalistes, de militants des droits humains, est assez impressionnante. Et là... Mais en même temps... Comment on l'explique ? Parce qu'il y a cette parenthèse démocratique qui a été ouverte au moment du... Oui, il y a une parenthèse démocratique. Qu'est-ce qui explique qu'elle s'est refermée ? Elle s'est refermée, c'est ce que disait Claude. C'est voilà, l'État profond égyptien, en partie, a verrouillé. Et quand Sisi est arrivé au pouvoir, il n'est pas arrivé au pouvoir, c'était un coup d'État. Il était ministre de la Défense, et il a éjecté Mohamed Morsi. Et il s'est imposé avec, en partie, l'approbation d'une société qui avait peur aussi, qui avait peur des déstabilisations, des frères musulmans, de l'islamisme. Cette société a eu peur et finalement est retournée dans le giron de ce qu'ils ont connu finalement depuis 40 ans, depuis le milieu du XXe siècle, avec quelqu'un comme Sisi à poigne. Mais aujourd'hui, voilà, on voit que la popularité par contre de Sisi diminue, qu'il y a des problèmes économiques, etc. Et voilà, et son moyen de perdurer, c'est ça, c'est des élections qui sont factices, avec un candidat en face factice, etc. C'est tout à fait effectivement un coup d'État, mais un coup d'État qui a été effectivement, et là, difficile de ne pas le reconnaître, porté et poussé par une énorme adhésion populaire de gens qui avaient très peur. Je crois que la parenthèse démocratique dont vous parliez, c'est cette parenthèse qui a été liée aux frères musulmans, et ça, pour une grande partie de la population égyptienne, ça a été quelque chose de terrorisant. C'était aussi terrorisant pour un tas de puissances étrangères qui ont là-dessus vu que Abdel Fattah el-Sisi finalement était un moindre mal, et c'est comme ça qu'il a été perçu, comme finalement il n'y a pas pire, mais il n'y a pas mieux. Le problème, c'est que ça pose la question des frères musulmans qui sont arrivés au pouvoir. Est-ce qu'ils ont été décrédibilisés ? Non, ils ont représenté une opposition pendant des années. Ils ont été sabordés
assez clairement par cet état profond, les militaires, etc., qui ont tenté au début probablement de... Ils se sont sabordés tout seuls aussi, mais ils ont été bien aidés. Mais il y a eu aussi un échec patent, frappant de la technostructure, de l'élite des frères musulmans qui ont mené le pays droit dans le mur en quelques mois, ce qui a provoqué une espèce de réaction populaire. Moi, ce qui me frappe là, c'est que le général, quand même, il a une révolution dans le dos. Je veux dire, on a oublié, parce que les choses passent vite, mais on a oublié ce que c'était que Tahrir, on a oublié ce que ça a apporté. On a oublié que ça venait de Tunis, de l'avenue Bourguiba, de la Casbah, c'est allé là. C'était quand même les deux épicentres qui ont dit stop à cet ordre stérile et qui ne fonctionne pas. Lui, il revient en disant j'ai un deal. Fichez-moi la paix pendant quelque temps sur l'aspect démocratie, etc. Et encore, je ne serai pas le tyran que vous avez peut-être connu dans le passé, mais je vais produire des résultats économiques et sécuritaires. Or, sur les deux dossiers, il est fragilisé. Sur le sécuritaire, le Sinaï, c'est une catastrophe, c'est pas contrôlé. Il y a des attaques tout le temps, il y a eu des attentats terribles il y a 7-8 mois, etc. Il y a des attentats au Caire, au cœur du pouvoir, donc c'est quand même un problème. Et les réformes économiques sur lesquelles on pourrait discuter techniquement, elles mettent beaucoup de temps à produire des effets, et donc on a un pays qui est totalement exsangue, qui est à la merci de ses bailleurs quand même. Il faut penser à l'Égypte, ce que ça représente en termes d'émotion. Ils sont à la merci des Émirats, à la merci de l'Arabie Saoudite, à la merci du fonds, etc. Donc ça, pourquoi ils font la guerre aux candidats? C'est parce que même si l'autre général ou le monsieur des droits de l'homme avait fait 30%, ça aurait déjà été une remise en cause majeure du système. Et lui, son problème, c'est de tenir la barque jusqu'à ce qu'un petit miracle économique, etc. et sécuritaire. Alors, en parlant d'économie, inflation galopante autour des 30%. Les Égyptiens s'appauvrissent, ils vivent moins bien qu'avant la Révolution? Alors, 30%, il y a effectivement 30% d'inflation annuelle. C'est terrible. Il y a eu une dévaluation énorme de la livre égyptienne avec des salaires qui, eux, ont quasiment pas augmenté. Alors, on nous vante la bonne santé de la croissance égyptienne qui, je crois, tourne à peu près à 5% actuellement. Il ne faut pas oublier qu'au moment de la révolution égyptienne qui a été poussée et qui j'allais dire, qui est presque né aussi dans les mouvements sociaux dans les usines plusieurs mois auparavant. Il y a quand même une très très forte couleur économico-sociale dans ces révoltes. Donc au moment de cette révolution, il y avait 7% de croissance. Le problème, c'est que cette croissance-là ne s'adressait qu'à 5% de la population ou 4% de la population. C'est toujours le cas aujourd'hui? Parce qu'il y a l'armée qui grignote cette économie. Est-ce que c'est toujours le cas? L'armée et les businessmen grignotent cette économie, mais il faut voir que les classes moyennes et les plus pauvres, eux, n'y ont pas accès. Et les écarts s'accroissent de plus en plus. C'est absolument terrible aujourd'hui quand on voit les prix du pain, Alors etc. justement, le pain. Il y a eu des émeutes du pain au printemps. Est-ce que ça veut dire que le pouvoir, le régime, éventuellement redoute un nouveau soulèvement populaire qui pourrait se faire sur justement ce prix des denrées qui augmente? Je pense que depuis qu'il est arrivé au pouvoir, Sisi redoute un soulèvement populaire. Effectivement, comme le disait Ziad, il a une révolution derrière lui. Donc il a fait en sorte de tout verrouiller. Est-ce que ça pourrait arriver? Je ne connais pas assez l'Égypte pour vous dire si ça pourrait arriver ou pas. Aujourd'hui, les conditions paraissent pas propices, notamment par le verrouillage qu'il y a eu de la société, le quadrillage. Et voilà, l'insatisfaction, effectivement, le pays continue à tourner, même si les gens vont... Il y a une énorme force de résilience. Il y a quand même une peur, il y a une peur aussi, ce que Claude disait, il y a quand même une peur, où vous disiez, une peur du chaos. C'est-à-dire qu'on n'a pas envie de retomber dans une situation incontrôlable, mais on note quand même, on le disait quand vous avez passé les images, on note quand même des changements. Je veux dire que des hommes politiques disent ouvertement dans un micro aujourd'hui en Égypte, on vote pour le boycott et il faut battre Sisi par le taux de participation. Ça, c'est quelque chose qu'on n'entendait pas à l'époque de Moubarak. Il s'est donc passé quelque chose. Il y a eu un changement. Et je pense que ce régime, s'il ne tient pas compte de ce changement-là, c'est peut-être pas dans 1 an, c'est peut-être pas dans 2 ans, c'est peut-être pas dans 3 ans, mais il y aura forcément un retour de barre parce que les gens ont changé. D'un mot pour conclure, Claude. Oui, je pense que la question économique, elle est essentielle parce qu'il faut voir aussi que Abdel Fattah al-Sisi s'est attelé à quelque chose de très difficile au début de sa présidence, qui était de s'attaquer aux subventions, aux amortisseurs sociaux. Et il l'a fait avec un certain courage, sous la pression du FMI, etc. Là, maintenant, on se rend compte du poids de tout ça. Et on voit d'ailleurs que les institutions internationales baissent un petit peu la pression sur l'Égypte parce qu'ils savent bien que c'est là la clé de tout. Pour l'instant, effectivement, ce qui permet à Abdel Fattah al-Sisi, qui n'a pas réussi à remplir ses promesses d'amélioration économique et d'amélioration sécuritaire, puisque là, on est face à un mur, c'est cette peur. Et effectivement, moi, je pense que sur cette question économique,
économico-social, c'est là que tout va se jouer. Parce qu'effectivement, les gens ont changé. Effectivement, il y a une jeunesse énorme. Il ne faut pas oublier une chose, c'est que l'Égypte, c'est un Arabe sur 4. C'est le plus densément peuplé des pays arabes. Et c'est là que se joue quand même une grosse partie de l'avenir de toute cette région. Et la présidentielle dont on parlait, présidentielle sans suspense, se tiendra donc du 26 au 28 mars prochain. On retrouve maintenant à Varsovie Gulliver Krag. Bonjour Gulliver, vous êtes le correspondant de France Média Monde en Pologne et en Ukraine. Bonjour à vous, un grand merci d'être avec nous en ce dimanche. Avec vous, on va parler d'un vote au Sénat en Pologne qui embrase les relations avec Israël. C'est une loi sur la Shoah qui punirait par exemple de 3 ans de prison l'usage de l'expression « camp de la mort polonais ». Ça, c'est le raccourci pour être concis. Mais pour être bien concret, que dit cette loi et pourquoi est-ce qu'elle est polémique, Gulliver ? Alors, je peux vous citer la clause controversée de cette loi exactement. Elle dit « qui publiquement et en dépit des faits accuse la nation polonaise ou l'État polonais de responsabilité ou de co-responsabilité dans les crimes de l'Allemagne nazie », et ensuite on établit comment ces crimes sont définis, est passable de pénalité allant de l'amende ou jusqu'à 3 ans de prison. Des responsables polonais ont été assez clairs en disant qu'il s'agit avant tout, oui, de l'usage de ce raccourci linguistique camp de la mort polonais qui depuis très longtemps est très mal pris en Pologne. Et ceux qui voudraient défendre cette loi en Pologne vont aussi souligner le fait qu'elle dit bien en dépit des faits, et puis qu'il s'agit de qui accuserait la nation ou l'État, pas des individus. Mais bien sûr, c'est très ambigu, les termes ne sont pas bien définis, donc ça laisse ouvert la porte à toutes sortes d'abus et de problématiques. Et ça suscite de fortes réactions. On va écouter la directrice du Centre pour la recherche sur l'Holocauste, Yad Vashem, en Pologne. Il n'y a aucun doute que les camps en Pologne ont été établis par l'Allemagne nazie. Il n'y a aucun doute que la Pologne n'était pas responsable de ces camps, ni des choses terribles qui s'y sont passées. Mais pendant la Seconde Guerre mondiale, des Juifs ont été tués, pas seulement dans les camps. Et il y a eu trop d'événements où des Juifs ont été tués par des citoyens polonais pendant l'Holocauste. Et ces questions devraient être aussi soulevées. Mais essayer d'utiliser une loi pour modifier le cours de l'histoire, éclairer seulement quelques aspects et mettre de côté d'autres événements est quelque chose qui pour moi est très, très troublant et effrayant. Et on vous retrouve à Varsovie, Gulliver. La Pologne veut-elle réécrire l'histoire ? Je pense que si on regarde la lettre de la loi, il est difficile de dire qu'elle veut, avec cette loi, réécrire l'histoire. On ne peut pas accuser l'État polonais de complicité dans les crimes nazis. La Pologne était complètement occupée. Il y avait le gouvernement en exil qui considérait, par exemple, les gens qui chantageaient les Polonais, qui essayaient d'aider les Juifs et qui collaboraient avec les nazis. Avec ça, c'était clairement considéré par le gouvernement polonais en exil comme des collaborants. Et je pense qu'ils avaient même la peine de mort pour cela. Donc, oui, quelque part, ils ont raison de vouloir empêcher que les Polonais, en tant que nation ou en tant qu'État, soient accusés de collaborationnisme. Mais ce qui est vrai, comme la ministre israélienne disait, c'est qu'il y a eu beaucoup de Polonais qui soit n'ont rien fait ou bien qui ont participé à des meurtres de Juifs. L'historien polonais Jan Grabowski établit qu'il y aurait eu environ 200 000 Juifs qui auraient été tués directement par des Polonais pendant la Seconde Guerre mondiale. Le gouvernement polonais actuel ne veut pas trop qu'on parle de ça. Il voudrait plutôt qu'on mette l'emphase sur ces Polonais qui ont sauvé des Juifs. Il y en a 6600 qui sont considérés comme des justes parmi les nations par Yad Vashem en Israël. Donc il y en a eu, et c'était très difficile aussi dans les conditions de la Pologne occupée de sauver des Juifs, il ne faut pas l'oublier, mais ils étaient minoritaires. Gulliver, vous restez avec nous, vous intervenez quand vous voulez. Thomas, votre commentaire sur cette affaire polonaise ? Non, mais ce qui est intéressant, c'est que de toute façon, le parti au pouvoir en Pologne, le parti droit et justice, le PiS, ne s'est jamais caché de vouloir ce genre de choses. J'ai relevé en fait ce qu'avait dit le président en 2015. Il est là pour établir une stratégie de politique historique qui vise à galvaniser le nationalisme polonais et à renoncer au narratif qui déshonorait la Pologne. Donc c'est imposer un narratif un peu idéalisé, voilà, mythologique de la Pologne. Et ce qui après est intéressant dans la confrontation qu'on a
a vu avec Israël, avec Netanyahou qui n'était pas content. Bon, beaucoup d'articles, moi j'étais en Israël au moment où ça a été annoncé, donc la presse est montée au créneau. On va regarder, je vous interromps, je vais vous laisser continuer ensuite, mais on a la une de Haaretz, justement, qui soulignait cette affaire. L'opposition à ce projet de loi controversé a cimenté en fait toute la classe politique de tous bords en fait. Bien sûr, c'est normal qu'en Israël, il y a eu des réactions spontanées en disant mais qu'est-ce que c'est que ça, on veut réécrire l'histoire de l'Holocauste. Mais ce qui est intéressant, c'est que Netanyahou avait cherché à passer des alliances avec ces gouvernements nationalistes d'Europe de l'Est, avec le gouvernement polonais, avec Viktor Orban en Hongrie, avec le gouvernement République tchèque. Les pays de Visegrad. Voilà, exactement. Et ce qu'on voit aujourd'hui, c'est que finalement, quand des nationalistes de différentes régions, de différents pays, parce que Netanyahou est lui-même un nationaliste en Israël, et bien au bout d'un moment, finalement, ça craque et chacun des nationalistes se tire chacun dans les pattes. Et voilà, et c'est très compliqué de faire une alliance avec un autre gouvernement nationaliste. En l'occurrence, Netanyahou, qui sans arrêt brandit l'Holocauste et qui remet l'Holocauste sur le tapis pour justifier les politiques d'Israël aujourd'hui, et bien se retrouve face à un gouvernement polonais qui fait un peu la même chose, qui réinterprète l'histoire à sa manière pour réaffirmer son propre nationalisme. Claude. En fait, ce qui est assez impressionnant, c'est que l'histoire de la Pologne est quand même une histoire assez complexe. Et ce qu'il faut bien avoir à l'esprit dans tout ça, c'est qu'effectivement, le PiS instrumentalise au maximum le nationalisme polonais. La Pologne se voit toujours comme ce petit royaume entouré par des empires qu'elle a parfois défaits. La Pologne célèbre toujours le jour où l'armée polonaise a défait l'armée rouge. Donc, il y a l'armée russe. Donc, il y a cette idée que la Pologne, finalement, ce tout petit pays a tenu parce qu'elle avait des valeurs. Et les valeurs qui sont mises en avant en Pologne, c'est cette Pologne blanche, catholique. Et le catholicisme fait partie de l'identité nationale. Et les Juifs, pendant très longtemps en Pologne, ont été considérés comme... pas tout à fait les Polonais. Ce qui est d'ailleurs très intéressant, c'est que quand vous allez à Varsovie, il y a aujourd'hui un extraordinaire musée de l'histoire juive polonaise qui justement réinscrit totalement les Juifs polonais dans la nation polonaise. Et ça, c'est quelque chose qui, je pense, fait très mal. Et on voit depuis l'arrivée du PiS au pouvoir à quel point ce nationalisme est exacerbé. On parlait de la Pologne. La Pologne, viscéralement, se vit comme anti-nazi, puisqu'ils ont résisté aux nazis. Ils n'ont pas eu une Gestapo. Ce n'était pas la police polonaise qui allait chercher les Juifs. Et par exemple, on voit dans l'exaltation des Tchirochemniers, qui sont l'armée de l'ombre, qui est aujourd'hui un facteur qui va bien au-delà des partisans du PiS, c'est-à-dire qu'il suffit de jouer l'aspect de la résistance et de l'histoire polonaise pour rassembler et fédérer autour du pouvoir. On retourne à Varsovie. Gulliver, comment toute cette histoire est perçue par les Polonais, justement ? Vous savez, la Pologne est un pays extrêmement divisé en ce moment entre les partisans du PiS. Le parti a toujours environ 40% de soutien et ceux qui s'inquiètent de plus en plus de cette dérive autoritaire. Donc il est difficile de dire comment c'est perçu par les Polonais, mais je pense que parmi les partisans du PiS, et même peut-être un peu au-delà des partisans du PiS, on voit dans la réaction d'Israël une sorte de surréaction à cette loi. Il y a un hebdomadaire de droite que j'ai vu cette semaine, la couverture cette semaine, c'est « Ils veulent nous briser » avec des photos de Netanyahou, Merkel, Trump, je pense, et puis Kaczynski, le leader du PiS. Cette idée de la Pologne qui serait entourée d'ennemis est promue vraiment très fortement par la narrative du PiS et il y a en tout cas une audience qui est réceptive à ce genre de discours, donc c'est assez inquiétant et on ne voit pas que ce serait maintenant avec cette controverse sur les lois de mémoire ou avec les différents débats entre la Pologne et l'Union européenne, on ne voit pas la popularité du parti baisser même d'un tout petit cran. Et justement, sur cette question européenne, Ziad, en décembre dernier, décision sans précédent, la Commission européenne active l'article 7 du traité européen qui ouvre la voie de possibles sanctions. C'est la Pologne contre tous ? Bon, d'abord, le fait que la Commission ait pris cette décision, ça veut dire qu'on a dépassé un certain nombre de lignes ultra rouges. C'est-à-dire que, vu qu'en général, la Commission évite les conflits directs, et les États membres, etc., donc on a dû considérer que ce gouvernement polonais avait dépassé toutes les frontières possibles, donc il fallait le mettre au pied du mur de sanctions possibles. Sur le débat de est-ce qu'il faut garder ou pas garder, d'abord, je trouve que c'est un débat un peu surréaliste. Pour le moment, ils sont membres de plein droit de l'Union européenne, mais moi, je pense qu'il vaut mieux, dans ces cas-là, qu'ils soient membres de l'Union européenne pour pouvoir contrebalancer ces poussées nationalistes ou populistes qui s'expriment à l'intérieur, parce que ça crée quand même
un carcan qui fait qu'on ne peut pas aller au-delà de certaines lignes rouges. Et si on va au-delà de certaines lignes rouges, on prend ses responsabilités dans l'histoire et on sort. Mais pour le moment, ça permet cet équilibre. Et sur cette histoire particulière, je voulais juste dire un point. Je pense que la grande histoire, c'est toujours très, très compliqué, que 50 ans, 100 ans, 1000 ans après, on peut réécrire l'idéologie, la politique, les témoignages peuvent réécrire ça. Mais dès qu'on commence à vouloir faire des lois, c'est suspect. Dès qu'on commence à vouloir régir par la loi l'interprétation de ce qui s'est passé, pour une raison ou pour une autre, et là on voit bien quand même qu'il y a quelque chose de très politique, de très nationaliste, etc., c'est suspect. On pourrait en parler sur la décolonisation, on pourrait en parler sur l'Holocauste, on pourrait en parler sur beaucoup de choses, sur l'esclavage, etc. Il n'y a pas besoin de faire des lois. C'est aux gens de s'exprimer. D'abord, c'est une atteinte quand même à une forme d'expression libre. Et puis, qui fixe la loi ? Qui décide des règles ? Donc ça, je pense que c'est... Vous vouliez intervenir ? Je voulais dire quelque chose sur la réécriture de l'histoire, justement, parce que je pense que là où Droit et Justice, le PiS, veut réécrire l'histoire de la Pologne d'une manière qui est beaucoup plus flagrante et inquiétante, c'est l'histoire de la transition post-communiste. Il ne veut plus que Lech Walesa soit considéré comme le héros de la transition. Il considère que Lech Walesa était un agent communiste et que, en 1999, avec la table ronde, il y a eu une sorte de complot entre les communistes et l'élite libérale du pays. Et il martèle vraiment cette argumentation vraiment très fort. Le fait que les Kaczynski, à l'époque, participaient à Solidarność, ont participé à la table ronde, visiblement, ça ne les empêche pas maintenant de dire que tout ça, c'était un complot, que Lech Walesa, c'était pas du tout un héros. Et ils érigent en héros anticommunistes à la place de Lech Walesa les partisans d'après-guerre qu'on appelle les soldats maudits. Alors ces gens-là, c'était des gens qui ont été très souvent taxés d'antisémitisme très fort, aussi d'attaques contre les minorités biélorusses et ukrainiennes dans la Pologne de l'Est. Et je pense que c'est aussi pour effacer maintenant les argumentations comme quoi ces gens-là n'étaient pas des héros, mais plutôt des bandes antisémites très violentes, qu'ils sentent maintenant aussi le besoin de contrer tout le monde qui accuserait les Polonais d'antisémitisme. Je pense que cette loi dont on discute aujourd'hui découle aussi de cette réécriture de l'histoire plus importante, qui est celui-là. Et selon la loi polonaise, le président dispose d'un délai de 21 jours pour décider de promulguer une loi, d'y opposer son veto ou de saisir le tribunal constitutionnel. Nous verrons ce que fera Andrzej Duda. Merci beaucoup Gulliver d'avoir été avec nous depuis Varsovie. On vous souhaite un bon dimanche. On vous dit à bientôt. Merci encore. On continue. Mardi, les aveux du mari d'Alexia Daval ont relancé un débat juridique en France autour d'une notion qui est relativement nouvelle, celle de féminicide. Selon l'Organisation mondiale de la santé, le mot désigne tout meurtre de filles ou de femmes au simple motif qu'elles sont des filles ou des femmes. Une femme meurt tous les 3 jours sous les coups de son conjoint en France. Le phénomène est par ailleurs mondial. Encore un drame de la séparation. À Metz, un gendarme a tué sa femme avant de se suicider. Une mère de famille battue à mort à Montpellier. Selon les voisins, elle était prisonnière domestique. Une marche est organisée pour une adolescente de 13 ans brûlée vive par son père. Le jeune homme avait tué sa petite amie par jalousie. Une nouvelle série de viols et de meurtres sordides de femmes en Inde et au Pakistan. Du nouveau dans l'affaire Pistorius, le champion a été reconnu coupable d'homicide involontaire. Une femme enceinte et ses 2 enfants ont été retrouvés égorgés dans le Val-de-Marne. Drame familial à Groix. Un homme mis en accusation pour l'assassinat de... Le corps d'une Allemande vient d'être découvert dans le Ce ne sont pas des cas isolés, ce ne sont pas des accidents. Mettons un terme à ces crimes machistes, reconnaissons le féminicide. Bon, voilà, effectivement, c'est pas forcément très gai. C'est une campagne, en fait, qui date de 2014, avec ce mot féminicide, un mot qui commence peu à peu à faire son chemin. Un débat existe pour savoir où commence et où s'arrête le féminicide. Les meurtres de femmes sont-ils tous des féminicides ? Thomas ? Cette question de la définition, c'est difficile de définir. C'est dur à définir. C'est un mot que moi j'ai rencontré pour la première fois à Ciudad Juárez au Mexique, puisque depuis maintenant plusieurs décennies, il y a un nombre incroyable de plusieurs milliers de femmes qui ont été assassinées chaque année. Donc je pense que un féminicide, alors moi je ne suis pas juriste, la notion de féminicide a beaucoup émergé en Amérique latine parce qu'il y avait beaucoup de femmes qui étaient tuées parce qu'elles étaient femmes. Et en nombre assez important, ce qui fait qu'on a qualifié ça de féminicide. Aujourd'hui, le débat qu'on voit en France, c'est avec Alexia Daval. Assassinée. Est-ce que c'est un féminicide ou pas ? Moi, je ne peux pas juger. Je ne sais pas. Mais effectivement,
C'est plus dans l'effet global, l'effet général. Quand les meurtres de femmes se multiplient pour la simple raison qu'elles sont femmes, on peut effectivement parler de féminicide. Après, à parler de chaque cas individuel comme un féminicide, voilà, c'est une question juridique, technique qui est un peu trop compliquée. Mais il y a aussi la question des chiffres, puisqu'en France, je crois que c'est à peu près une centaine de femmes chaque année qui sont tuées par leurs compagnons, leurs maris et des gens dans la famille. En Amérique latine, on est dans des chiffres beaucoup plus importants. J'ai pris les chiffres pour 2016, c'était 466 au Honduras, 371 au Salvador, 254 en Argentine, des pays qui ont une population moindre que celle de la France. Donc le problème, si vous voulez, est bien plus fort dans ces pays qui ont inventé la notion de féminicide. Et ça pose la question de la loi, puisque ces pays-là ont avancé sur le plan législatif. En France, les associations féministes voudraient que ce mot de féminicide soit intégré à la loi. Qu'est-ce que ça changerait ? Sans rentrer dans un débat évidemment juridique, puisque nous ne sommes pas ici. Ce que disent les juristes, en tous les cas, enfin ceux qui s'intéressent à la question, c'est que ça poserait la problématique de l'égalité de tous devant la loi. Donc un meurtre est un meurtre. Pourquoi un homme, une femme, un enfant, enfin, comment on pourrait régler ce problème? Alors en France, on l'a réglé juridiquement par le biais des circonstances aggravantes, puisqu'il y a des cas de meurtre avec circonstances aggravantes, l'état de grossesse, ou justement un conjoint ou un ex-conjoint ou un mari, c'est des circonstances aggravantes. Mais je pense que la piste, elle est plutôt dans ce que vous disiez, c'est-à-dire qu'il y a des pays, il y a des endroits dans le monde où la prévalence est telle qu'on est véritablement devant quelque chose qui relève du mot féminicide. Alors peut-être qu'on en parle plus aussi là-bas, puisque voilà, est-ce que ça veut dire qu'il y a moins de... On en parle beaucoup en Europe aussi. Je veux dire, faut pas sous-estimer le fait qu'en Europe aussi, il y a tous ces canaux d'expression qui font que ces meurtres remontent. Alors en Europe, par exemple, c'est plus le cas en Espagne, en Italie, peut-être qu'en France. En tout cas, au-delà de la question juridique, effectivement, auquel aucun de nous trois n'est capable de répondre, de cette définition du féminicide à proprement parler, il y a aussi la façon dont on en parle, à commencer par nous les médias. C'est-à-dire que et on en a beaucoup entendu parler cette semaine avec ce drame, qui est un féminicide. Mais voilà, c'est un drame passionnel, c'est un drame conjugal, c'est un mari qui tue sa femme. On a toujours ce qui renvoie à la sphère privée et qui renvoie finalement à une forme de marginalité des meurtres et des violences qui sont commises. On l'a redit tout à l'heure, c'est une femme qui meurt tous les 3 jours. Une femme, tous les 3 jours, en France, meurt sous les coups, les violences de son compagnon, de son mari, d'un de ses proches. Et c'est quelque chose qu'on renvoie à la sphère privée. Si on appelait ça un féminicide en permanence, peut-être qu'on finirait, ça donnerait une visibilité à tout ça. Et on le voit notamment avec ce qui s'est passé aussi en Amérique latine, avec la mobilisation qui a fini par se créer autour de ces féminicides. Avec des manifestations. Avec des manifestations. Un an et demi en Argentine. Absolument. Au Pérou, et ces manifestations, elles ont permis d'un coup de matérialiser l'importance de ce phénomène et de matérialiser l'importance des femmes dans la société, de matérialiser leur importance dans l'économie d'un pays, où finalement, à partir d'un moment, on l'a vu aussi avec l'affaire Weinstein, avec les dérives possibles évidemment, mais quand d'un coup le phénomène se regroupe sous un mot, on en prend conscience parce que ça permet de matérialiser son importance. Donc, sur la question des mots, on parle souvent, et dans les médias, on parle de faits divers. En l'occurrence, ce sont des faits de société. C'est ça qui apparaît en filigrane. Moi, je pense que la campagne qu'on a pu voir, dont vous avez diffusé le clip, le mot féminicide est aussi très important, puisque c'est aussi de remettre la violence de ces actes au premier plan. Parce que, et c'est une adresse, et Claude a tout à fait raison, c'est aussi une adresse à nous, journalistes, parce que quel a été le mot favori de toute la presse, de tous les médias pendant des décennies? C'était crime passionnel. On ne tue pas par amour. Voilà, leur passion était tellement grande, leur amour était tellement grand que ça ne pouvait se résoudre que dans le sang, sauf que c'était toujours les hommes qui tuaient les femmes. Et la notion de féminicide permet de remettre la violence au premier plan, et c'est important dans la société. Déjà, nous, en tant que journalistes, qu'on n'utilise plus ce mot de crime passionnel, qu'on a encore vu utiliser cette semaine dans la presse. Moi, je l'ai entendu une fois à la radio aussi. Voilà, il faut s'en débarrasser et mettre la notion de féminicide au premier plan. L'avantage de ces mots, c'est que, comme vous le dites tous les deux, ça permet de transformer un sujet qu'on voulait enfermer dans une espèce de sphère relativement intime ou pas, d'en faire un sujet d'ordre public. Et ça permet aussi aux gens de débattre sur ce sujet d'ordre public, c'est-à-dire de se confronter sur cette discussion. Les organisations internationales ont essayé de
codifier un peu ce mot, parce que c'est compliqué quand même. Donc, par exemple, je ne sais plus si c'est l'OMS, voilà, il y a les 4 catégories, c'est les féminicides intimes, donc c'est dans la sphère familiale ou du couple. Il y a aussi, par exemple, les crimes d'honneur, qui peuvent être d'ailleurs commis par des hommes ou par des femmes. Il y a des femmes qui ont tué leur sœur ou leur mère, enfin bon, peut-être pas leur mère, mais leur sœur ou leur cousine pour des raisons de crime d'honneur, en particulier au Moyen-Orient et en Asie. Il y a les féminicides non intimes. Alors là, ça devient un peu plus compliqué. Donc on voit bien que pour se tenir à la définition qui est un crime en raison de l'être féminin, fille ou femme. Donc il faut qu'on rentre dans cette définition. C'est ça qui est la difficulté. Mais en tous les cas, l'avantage, c'est que c'est sur la sphère publique. Et donc on peut tous être confrontés à cette discussion et savoir comment on se positionne chacun par rapport à ça. Et c'est ce qu'on fait là, Thomas. Oui, absolument. Enfin, je suis d'accord avec ce que dit Ziad. Mais bon, on est aussi dans une phase extrêmement intéressante. C'est-à-dire qu'il y a eu une espèce de bouchon qui a sauté là depuis 6-8 mois. Et donc forcément, il y a tout qui remonte. Il y a de la violence, il y a l'ambiance, le machisme de certains business, de certaines structures politiques, les agressions, les viols. On voit bien qu'on rentre dans des tas de débats. Il suffit de dire la presse, zone grise, c'est quoi une zone grise? Le consentement, qu'est-ce que c'est que le consentement? La surprise, enfin, tout ça ressort. Et je pense que ça ressort parce que pendant des années, dans nos sociétés à nous, je ne parle pas des pays du Sud, des pays émergents qui ont d'autres problèmes dans ce domaine, mais dans nos sociétés supposedly libérales, où on pouvait parler de tout, on découvre un espèce de placard incroyable où il y a une violence institutionnalisée, organisée, et où il y a besoin d'en parler. Alors, il y aura des dérapages, il y aura des excès, il y aura des choses qui ne devraient pas être faites, mais au moins... ça ressort. C'est la question du débat, parce qu'un crime antisémite, aujourd'hui, on sait bien ce que c'est. Un crime homophobe, on sait ce que c'est. Un féminicide, pour l'instant, voilà, c'est une notion nouvelle aussi avec laquelle il faut se débattre. Et il y a des féminicides qui en sont, et il y a des féminicides qui en seront pas. Et c'est la place de la femme dans la société, en fait. C'est la femme de la place dont on discute aujourd'hui. C'est la femme de la place de la femme. Excusez-moi. Elle n'a pas beaucoup dormi, il faut le dire. Il faut rappeler que vous êtes rentrée dans la nuit de Dakar. Non, mais la place de la femme dans la société, sa visibilité, son importance, les inégalités, y compris salariale, sa visibilité au sein de la représentation institutionnelle, publique, politique. Mais c'est aussi la place de l'homme. On voit aussi que si nos sociétés sont capables de s'emparer du débat, c'est que les hommes qui participent à ce débat sont ouverts à le faire. On l'a vu sur les cas de harcèlement, avec probablement vous également autour de vous, beaucoup d'hommes qui n'avaient probablement pas conscience de cette ampleur-là, mais qui en même temps n'étaient pas concernés effectivement, parce que moi, autour de moi, je n'ai pas beaucoup d'hommes qui ont des attitudes anormales, au contraire. J'ai même plutôt l'impression que on est en train de transformer tout ça en une espèce de lutte, homme-femme, machin, etc. On n'est pas du tout dans ça. C'est aujourd'hui une société, par exemple, en France, qui, je crois, est capable de pouvoir poser les termes du débat de façon relativement saine, effectivement, avec des dérives qui sont toujours possibles, mais c'est quand même très important de le faire. Et un débat qui est lancé durablement. On va continuer d'ailleurs à en parler, puisqu'on parle de conditions féminines. On va laisser le mot de la fin, comme toujours, à Dilemme, avec ce dessin, regardez, sur la condition des femmes et dans le sillon de MeToo, comme vous le disiez, Ziad. L'incarcération de l'islamologue suisse Tariq Ramadan à Paris, où il est mis en examen pour viol. Alors, ça fait quoi, lui demande cette femme, elle-même incarcérée dans un niqab. Je dis tout de suite, c'est du grand dilemme cette semaine. On en parlait tout à l'heure. Le président français en visite d'État en Tunisie, où il a vanté le modèle tunisien. Rien de mieux qu'un collier de jasmin pour éloigner les islamistes, explique Emmanuel Macron, un tarbouche vissé sur la tête. Parce le jasmin. Il y a eu une photo. Il y a une photo, on le voit avec un tarbouche qui lui va à merveille. Et puis le jasmin, on le rappelle, c'est cette odorante fleur blanche, emblème de la révolution tunisienne. L'épineuse question du retour de Syrie des Européens. Quelque chose à déclarer, demande ce douanier. Réponse, le djihad. Baisse des actes anti-musulmans en France l'an dernier. Tiens, il ne m'a pas insulté, remarque ce musulman. Tiens, il ne m'a pas égorgé, constate ce catholique du pur dilemme. Et enfin, quand on me cherche, on me trouve. Donald Trump déclare la guerre au FBI en déclassifiant un document confidentiel. Ces notes mettent en cause l'impartialité du FBI et du ministère de la Justice dans l'affaire de l'ingérence russe aux États-Unis. Je me tourne vers le spécialiste des États-Unis que vous êtes. C'est un moment important ? Très rapidement. C'est un moment important, mais dans la longue liste des moments importants qui parsèment la présidence Trump. On aura l'occasion d'en parler. Merci beaucoup Thomas, merci beaucoup Claude, merci beaucoup Ziad. Et merci à vous qui nous regardez. C'est fini pour aujourd'hui. Vous nous retrouvez d'ici à dimanche prochain sur les réseaux sociaux. Vous nous écrivez, on vous répond. Je vous souhaite de passer une excellente semaine et à dimanche prochain.